Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant qui sont les anodalcions et Hercolubus, qui sont deux événements qui sont à l'intérieur de l'ère du Verseau, des événements de grands changements. Et voilà, donc cette vidéo, c'est pas pour les... faut que vous connaissiez bien la gnose en général, parce que si vous arrivez ici et vous connaissez pas rien, eh bien ça va être lourd à supporter, hein? Vous allez peut-être pas y croire, etc. Parce que c'est effectivement difficile à croire. Hein? On est tellement habitué à nos concepts pris dans nos idées préconçues, que sortir et explorer les grands phénomènes de la nature, ça peut être... on peut avoir le vertige. Et voilà. Alors, j'ai déjà fait une vidéo ou deux, je crois, qui parle d'Hercolubus. Ma première qui parle d'Hercolubus, qui est une vidéo de 30 minutes, qui est une très bonne vidéo pour savoir en général c'est quoi cette planète, l'orbite, etc. et les conséquences sur nous. Donc, je vais essayer d'expliquer des choses différentes. Donc, ça va être une vidéo que vous pourrez toujours aller voir, qui va être instructif et complémentaire. Et voilà. Et l'autre vidéo, je crois, c'était sur ma série pour les débutants de 16 vidéos, cycle A. Et donc là, j'explique vraiment plus en Hercolubus, Alcyon, les extraterrestres dans une vidéo. Et donc voilà, ça va être un peu... pareil, mais encore là, je vais essayer d'aller vraiment dans les nouvelles découvertes que j'ai faites et que j'aimerais bien partager avec vous. Donc, c'est ça. On va essayer de parler de choses un peu différentes. Comme ça va être complémentaire aux autres informations que j'ai données sur cette chaîne. Donc, premièrement, c'est quoi Hercolubus? Eh bien, ou les anneaux d'Alcyon? Eh bien, c'est notre histoire. Ça fait partie de notre histoire sur la planète Terre. Ça a apporté des changements considérables dans des époques anciennes. Et aujourd'hui, ça va refaire la même chose. Et c'est méconnu aujourd'hui. Hein? Parce que, vous le savez, on vit dans l'ombre, dans les mensonges. Hein? Créés par nos supérieurs qui veulent garder le pouvoir, etc. Les gouvernements. Et on vit dans les ténèbres. Ceux qui ont le pouvoir, c'est des ténébreux souvent. Et donc il y a un combat sur Terre, hein, ténèbres contre lumière. Et le cas d'Hercolubus, c'est le secret le plus gardé de nos gouvernements, de la NASA et de tous ces hauts placés. C'est le plus gardé. Et il y a des meurtres, il y a des assassinats qui se font parce qu'ils veulent toujours garder ce secret intact, bien que beaucoup le révèlent. Mais ça reste encore une fois, comme toutes les vérités qui veulent se révéler à notre époque, c'est difficile, hein, parce qu'il y a du vrai, il y a du faux, c'est pas à 100% concret. On ne connaît pas la vérité. Beaucoup disent « Ah, il y a une planète qui s'en vient, etc. » mais ne savent pas exactement c'est quoi. Et c'est... et voilà. Et les anneaux d'Alcyon aussi, c'est un secret. Puis même, je crois que les anneaux d'Alcyon, c'est juste méconnu. Vraiment, c'est inconnu, je pense, de la science officielle puis des gouvernements. Peut-être qu'ils commencent à s'en rendre compte, ils font des découvertes. Mais ça, c'est vraiment une chose qui est inconnue. On ne peut pas trouver des vidéos sur les anneaux d'Alcyon. Sur Hercolubus, oui. Anneaux d'Alcyon, non. Donc, merci encore une fois à notre avatar, le vénérable Maître Samael, hein, qui nous a apporté toutes ces informations-là. Ces informations-là font partie du corps de doctrine pour nous donner un ensemble de compréhension large de la situation humaine, de nous-mêmes, etc., pour nous aider, bien sûr, à notre propre éveil
spirituel, notre propre éveil de la conscience. Donc ces informations-là, c'est des informations importantes, ça fait partie de la gnose, puis en même temps, ça va nous aider à comprendre un peu tout. Hein? Ça fait partie du corps de doctrine. Une des pièces importantes. Alors, je vais expliquer ici bien l'histoire un peu de notre société par rapport à Hercolubus, un peu sa redécouverte. Parce que c'est une... voilà, c'est un phénomène qui... Ça fait partie de nous. Et on pourrait dire que les derniers 2000 ans, eh bien... Ben, le dernier 100 ans, ça s'est fait découvert grâce à de la science, mais on peut dire les derniers de 2000 ans, c'était plus des prophètes, hein, des gens qui avaient comme mission d'apporter des informations à la planète Terre sous forme de prophétie. Ben déjà dans l'Apocalypse de Saint Jean, on parle d'Hercolubus. Hein, Hercolubus a tout le temps véhiculé sous différents noms. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, c'est la absinthe, on l'appelle. Nostradamus aussi en fait parler, en a parlé. Et il parle, je crois que c'est le deuxième soleil. Donc, tous les noms hein, qu'on a donnés à cette planète-là, de partout, je crois que Nostradamus était le deuxième soleil, et donc voilà, il y a eu d'autres prophéties, tout le temps en lien avec le déluge universel et en lien avec l'Apocalypse, la fin des temps. On sait que toutes les grandes cultures ont leur histoire d'une fin des temps future et une histoire d'un déluge passé. Que ce soit les épîtres de Krishna en Inde ou toutes les grandes cultures en fait hein, ont apporté leur propre façon, dans leur propre langage, ces informations. Donc Hercolubus, c'est le nom le plus commun qu'on lui donne, en tout cas dans la gnose. On le voit plus souvent sur Internet sous le nom de Nibiru, qui, je pense, vient des Sumériens, et puis qui a été apporté, en fait, par une des personnes qui a vraiment apporté, je ne sais pas si c'est le premier, mais qui a contribué à la divulgation de l'information sur Hercolubus, qui est Zecharia Sitchin, qui parle à propos des Sumériens, qui ont apporté Hercolubus à leur façon, dont le nom. Et il en parle dans son livre Les 12 planètes. Donc, bref, je laisse ici juste pour information. Alors, il y a aussi les noms, les scientifiques l'appellent aussi Bernard. Bernard 1, je crois. Absinthe dans l'Apocalypse, Destroyer, le destructeur dans les mythologies égyptiennes, le grand épeurant ou Frightener, hein, celui qui apporte la peur. La planète rouge, on le voit souvent ici. Planète rouge. Un autre nom qui est aussi important que Nibiru, c'est la planète X. Ou la 10e planète. Hein? Alors maintenant, on va parler en fait de la planète 9. Parce qu'il y a de la confusion sur Internet. La 9e planète. Alors, la vérité sur la planète 9, c'est que c'est un cover-up. C'est une façon de nos supérieurs, nos gouvernements, une façon de cacher le Hercolubus et son arrivée. Et ce cover-up s'appelle la planète 9. Donc, si vous allez sur Google et vous marquez planète X, ça va vous apporter directement sur planète 9. Et donc, ce cover-up, c'est simplement qu'il
ils disent que dans notre système solaire, il existe une 9e planète. Donc notre système solaire, hein, il existerait une 9e planète avec une autre orbite vraiment grande. Peu importe. Et donc voilà, c'est un cover-up, c'est fait pour cacher la vérité. On l'appelle aussi, certains scientifiques, la mini-constellation de la Némésis. La constellation de la Némésis. Parce qu'ils disent que c'est une espèce de constellation avec un soleil, etc. Mais en vérité, c'est une planète. Et donc voilà, il y a eu plusieurs noms. Et donc, comme je vais l'expliquer rapidement, c'est quoi. Mais allez voir mes autres vidéos, je l'explique plus en détail. Donc, en fait, c'est une planète qui orbite sur le système solaire voisin du nôtre et qui a une grande orbite. Et une fois chaque les 26 000 ans, elle passe proche de nous, rentre dans notre système solaire et va frôler la Terre et va, par son grand magnétisme, bouleverser l'écorce terrestre, le champ magnétique terrestre, etc. Ce qui va provoquer une catastrophe délugien, transpalmier. Les montagnes vont déchirer, les continents vont s'effondrer, les lits des mers vont changer, et à la fin, vraiment, le pôle nord et sud vont tomber aux équateurs. Donc, ça va être la fin de toute la vie, hein, que l'on connaît. Alors, rapidement, nous sommes dans une pléiade. Donc, rapidement. Donc, Alcyon, c'est le soleil central où tourne en orbite notre constellation, qui est la 7e. Ça, c'est notre constellation, on l'appelle Ors. Notre soleil, avec les 7 petits, avec son orbite, hein, toutes les planètes qui tournent autour, Mercure, Vénus, Mars, la Terre, etc. Et autour d'Alcyon, il y a 7, comme le fameux 7 principales autres soleils avec d'autres constellations qui tournent autour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec des soleils qui ont eux-mêmes des planètes qui tournent autour. Chacun ont des noms, etc. Hein? Et le gros soleil Alcyon garde en orbite cette Pléiade qui est 7 constellations. Et donc, nous sommes sur la dernière, la 7e. Et à côté de nous, c'est Tylos, la constellation de Tylos. Et donc, faire le tour au complet prend 26 000 ans. À chaque 26 000 ans, on retourne au point originel. Alors, on sépare la galaxie en 12 parties, qui sont les 12 constellations du zodiaque. Et une constellation qui s'appelle le Verseau. Et donc, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau, là, en 1962, le 4 février, vers 2 heures. Hein, ça a été documenté, c'est là encore. Il y a eu une éclipse solaire et il y a eu une congestion. Toutes les planètes de notre système solaire se sont regroupées sous la constellation du Verseau. Hein, comme une horloge, toutes les aiguilles ont tombé au Verseau, puis là, ça leur continué. Donc ça signifie le départ du Verseau, l'entrée du Verseau ici. Hein? 1962. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'influence du Verseau a commencé à prédominer, que ce soit à tous les niveaux, au niveau psychologique, au niveau physionomique, etc. Bien, physionomique. Rien vraiment qui a changé ou ça va se faire tranquillement, mais psychologique, ça a changé et vite. Hein? Il y a eu toutes les révolutions, hein? Le droit de la femme,
l'espèce de liberté de penser, la créativité. C'était les hippies, les Bob Marley. Donc ça, c'est l'influence Verseau. L'influence Verseau, c'est révolutionnaire. C'est en lien avec la planète Uranus. Et c'est une planète révolutionnaire qui gouverne les glandes sexuelles. Donc c'est aussi pourquoi que la sexualité est plus... moins cachée, etc. Malheureusement, vu qu'on a les erreurs psychologiques, eh bien, cette influence a tombé de façon négative. Donc, la sexualité négative, etc. Donc, la dégénérescence. Bref, tous ces changements-là, on est dans le Verseau. Le Verseau aussi qui est un peu la révélation de tout, hein, le verseur d'eau. Révélation de tous les secrets. Donc, c'est pourquoi la gnose est dans le langage Verseau, direct, sans passer par des paraboles ou des symboles. Hein. Et pourquoi tous les secrets ils sortent de partout. Hein. Tous les scandales, etc. Donc bref, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que dans le Verseau, Tylos passe, on passe proche de Tylos. Et Tylos, son dernière orbite, c'est Hercolubus, qui rentre dans notre système solaire, et nous, la petite planète Terre, ben, on va passer proche. Et donc, Hercolubus, elle est à l'intérieur de notre système solaire en ce moment. Et c'est connu de la NASA, des gouvernements et des astrologues. Astronomes, les astronomes. Donc, on la voit une fois de temps en temps. Hein. Et voilà, ça va apporter un grand changement à la Terre. En fait, le Verseau, c'est la fin d'une race puis le début d'une nouvelle. Et il y a en fait deux facteurs principaux dans le Verseau. C'est que, ici, la constellation du Lion, à l'opposé du Verseau, eh bien, c'est qu'Alcyon, c'est une planète avec des anneaux. Et donc, l'anneau est à l'intérieur du Verseau et du Lion. Donc, à chaque 26 000 ans, on rencontre Hercolubus, mais pas à chaque, mais ça fait 4 fois qu'on l'a rencontré. Donc, j'imagine que dans la mécanique céleste, des fois, il peut y avoir des changements. Hein? Il n'y a rien, c'est mathématique. Hein? Peut-être que les vitesses font qu'un Manétilos, on ne le rencontre plus en Verseau, etc. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Mais il y a 26 000 ans, Hercolubus est passé proche. C'est qu'est-ce qui a causé la fin de l'Atlantide subitement, le déluge universel, l'arche de Noé. Et donc voilà, et c'est pas la première fois qu'elle passe, elle est passée aussi avant. Et elle s'en vient. Donc, chaque 26 000 ans, Hercolubus, et chaque 13 000 ans, ou on dit 10 000 ans, on passe dans les anneaux d'Alcyon. Une fois dans Lion, une fois dans Verseau. Donc, on va revenir sur les effets des anneaux d'Alcyon. Et on va parler ici de Hercolubus. Plus l'histoire, comment on l'a découvert. Et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui. Puis voilà. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là. Donc... Comme je dis, hein, ça a toujours été connu. Hein, donc, ça a été prophétisé en premier, et dans des livres sacrés par des sages. Mais par notre science actuelle, les premières découvertes ont été faites avec les premiers télescopes qui ont été inventés. Hein. À l'époque 1600-1700, on a commencé par inventer le verre. Et puis là, du verre, on a inventé des lunettes, etc. Donc, jusqu'au télescope. Et puis les planètes qu'on a découvertes, Uranus, Neptune, etc., eh bien, on a découvert en fait une anomalie dans leur orbite. Ici, je parle de 1800, avant le 20e siècle. Et on l'a appelé l'anomalie de Neptune et l'anomalie de
Uranus. Donc par anomalie, on parle dans l'orbite de Neptune. Eh bien, à un certain point, la planète est comme elle bouge de son orbite. Donc de là, ils nous ont apporté qu'il y a un objet non identifié qui cause un bouleversement dans le magnétisme, hein, qui dévie des planètes. Et donc déjà là, on connaissait qu'il y avait quelque chose, hein, qu'on n'avait pas identifié encore. Et puis, un homme du nom de Percival Lowell, un astrologue, un astronome, je me trompe, un astronome, et puis un astronome qui est très intéressant, je pense un des premiers vrais astronomes ici sincères, hein, pas un dévié, là. Qui a commencé, qui a commencé environ 10 ans avant le 20e siècle, donc 1890. Donc bref, je ne connais pas exactement tout, mais c'est lui le premier qui a vraiment dit qu'il existait en 1905 une planète qu'il a nommée la planète X, ou la 10e planète. C'est le premier terme qu'on a eu d'Hercolubus. C'est lui qui l'a apporté, hein, qui a dit qu'il existait une planète dans notre système solaire qui n'appartient pas au système solaire puis qui affecte nos planètes, les planètes de notre système solaire. Et donc, en 1930, un de ses élèves a découvert Pluton, qui ont peut-être pensé que c'était à cause de Pluton que ça l'a dévié, mais ça a été prouvé que non, parce que, bien sûr, c'est trop petit comme planète. Et donc, voilà, je ne sais pas exactement quand ça a été découvert, mais il y a un homme du nom de Carlos Muñoz Ferrada. Hein, il est assez connu, il y a une vidéo sur YouTube qui parle de lui. Bien, c'est lui qui a vraiment prouvé son existence mathématiquement. Donc là, la planète a été vraiment prouvée. Et à partir de là, les technologies en 1900... Ici, c'était en 1900... Je ne sais pas exactement, peut-être 1940. Entre 1930 et 1940, 50. Parce que quand les technologies ont avancé, la conquête spatiale, les satellites, Hubble... En fait, Hubble a été inventé à la base pour observer la planète. Et non pas comme on pense pour juste observer le Big Bang ou je ne sais pas quoi. Et donc, il y avait vraiment des recherches sérieuses. Et je ne sais pas exactement quand ils l'ont vu physiquement, mais ils l'ont trouvé physiquement après la Deuxième Guerre mondiale environ. Et voilà. Et donc, Carlos, c'est lui le premier qui a vraiment dit qu'elle s'en venait proche et puis qu'elle va causer des tremblements de terre à la planète et un grand bouleversement. Un peu le premier lanceur d'alerte. Donc voilà. Et par la suite, le gouvernement, les astronomes ont commencé à le divulguer vers 1950, hein, à avertir. Et puis ça sortait dans les magazines, il y avait des entrevues, etc. Et vers ces années-là, la NASA et nos gouvernements ont décidé de cacher la vérité. Et donc voilà. J'aimerais ça ouvrir une petite parenthèse ici, de Percival Lowell. En 1894, vu que c'est ça, c'était un homme riche, et puis il y avait ses télescopes je pense que c'est lui qui a perfectionné les télescopes à ces époques. Et donc il a observé Mars. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est lui le premier qui a apporté qu'il y avait de la vie sur Mars. Parce que ses observations étaient qu'il voyait
des lignes sur cette planète, des canals. Puis ils les appellent les canals de Mars. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia les canals de Mars de Parzival Lowell. Et puis il a fait des cartes et des dessins de Mars avec des canaux. Hein, des canaux droites, hein, comme ça. Et qu'est-ce qui est intéressant ici quand j'ai découvert ça, c'est que eh bien, nous, d'un autre aspect, d'un autre angle, qui n'a aucun lien avec Percival Lowell, quand on étudie le livre J'ai été sur Mars, eh bien, l'homme dit que les Martiens ont construit des canaux artificiels de plusieurs kilomètres de diamètre pour balancer les mers et l'eau sur la planète. Et donc, lui qui dit qu'il y a des canals, puis qui apporte qu'il y a de la vie, de la technologie, que c'est des canaux fabriqués par l'homme, etc. C'est assez intéressant, hein, de deux hémisphères apportent la même conclusion. Et donc, on comprend ici, hein, une fois de plus, que les images qu'on voit de Mars sans vie, eh bien, ce n'est pas les vraies images. Il y a quelque chose qui a été détourné ou falsifié. Que ce soit par les extraterrestres, les Martiens ou nous qui le cachent, hein, nos supérieurs qui nous le cachent. Peu importe, c'est intéressant, il a apporté les premières images de Mars qui voyaient des canals. Donc c'est là qu'on voit que la véracité du livre J'ai été sur Mars, ou de sa conclusion, de son observation. Donc c'est intéressant, c'est ici. Le canal de Mars de Parzival Lowell. Donc bref, pour revenir... donc, c'est secret d'État. Et donc, c'est là qu'ils ont commencé à serrer la vis, à empêcher les gens d'en parler. Mais quand même, il y avait à ces époques, même en 1970, dans les années 90, ça sortait toujours par-ci, par-là. Eux autres qui essayaient de bloquer tout le monde qui essaie d'en parler. Parce qu'il y a eu même des émissions de télévision, téléjournal, puis les gens, des thèmes, Hercolibus, une planète qui s'en vient, etc. Ça n'a été jamais vraiment pris au sérieux parce que j'imagine qu'il y a eu quand même une censure. Mais surtout à ces époques-là, 1950, 60, c'était parlé, c'était courant. Ça sortait dans des journaux, peu importe. Et il y a même des gens de la NASA qui en ont parlé. Puis j'ai écouté une entrevue sur Rumble, je vais le laisser dans la description, en anglais. Et l'homme, c'est intéressant, il dit que voilà, que c'est caché et puis c'est alarmant. Hein? On comprend. Donc voilà, on va expliquer un peu les détails après. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, bien comme je dis, je vais laisser une autre vidéo dans la description intéressante sur le sujet. Et comme il dit dans cette vidéo, à partir des années 90, des gens, des astronomes, commençaient à en parler. Parce que là, la planète se rapproche, on la voit de mieux en mieux. On fait des cartes, etc. Et puis là, c'est là qu'il a commencé à avoir des assassinats, des éliminations. Les disent par accident d'auto, etc. Mais voilà, c'était des astronomes qui voulaient dire la vérité, hein, prévenir du danger. Et donc aujourd'hui, les astronomes font des pactes. Quand on rentre en astronomie, puis qu'on a notre diplôme, on fait un pacte de silence, et puis ils nous laissent travailler. Hein? Parce qu'on sait que les gouvernements, c'est 90% des subventions des astronomes, de l'astronomie mondiale. Hein, c'est eux qui contrôlent ça. Donc les gens font des pactes. Et c'est intéressant dans l'association AGA, qu'il y a un missionnaire qui a eu un contact avec un astronome, qui l'a invité à dîner, et puis là, qui a commencé à parler, à lui demander des questions à propos d'Hercolibus. Et puis l'astronome, qui a été surpris, il s'est levé, fâché, puis il a dit vous voulez que je perde mon emploi? Moi, je reste pas ici, j'ai pas le droit de parler de ça, puis il est parti. Donc ça l'a offusqué. Hein? Il a eu peur. Donc ici on voit, c'est un des secrets les plus gardés. Parce que comme je dis, c'est une planète qui s'en vient. On la voit. Puis on sait qu'elle s'en vient puis que ça va provoquer un désastre. Hein? C'est une planète qui est gigantesque.
environ 7-8 fois Jupiter, avec un magnétisme très fort. Une planète, on la voit rouge. Aussi, elle a plusieurs lunes. Aussi, il paraît qu'il y a aussi une espèce de nuage de débris qui la suit derrière. Et puis, c'est qu'est-ce qui va provoquer quand elle va passer proche de la Terre? La Terre, elle va être chamboulée, détruite, plus chamboulée. Et puis après ça, la Terre va passer dans sa queue plein de débris. Puis c'est là qu'il va y avoir des météorites qui vont frapper la Terre. Puis on en parle hein, dans les prophéties, hein, des pluies de feu. Hein. Il va y avoir une pluie de météorites. Et donc voilà, c'est intéressant ici. Et de plus en plus, il y a des vidéos qui sortent, qu'on la voit. Hein, c'est photographié, filmé comme un deuxième soleil. Et donc, pourquoi que quand on regarde, des fois on la voit, des fois non? Mais en fait, c'est que c'est plutôt rare qu'on la voit. Hein. Puis comme le scientifique, un expert disait, c'est que il faut qu'on soit plus comme un angle différent, à un endroit de la Terre, comme il dit que c'est plus au pôle qu'on les voit, au pôle nord, au pôle sud. C'est un certain temps de l'année, un certain degré comme à l'aube et au coucher. Et voilà. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi des fois on voit, des fois non. Mais voilà, je ne sais pas exactement pourquoi. C'est sûrement des effets astronomiques, hein? Un peu comme la Lune. En lune noire, on ne voit pas la Lune. Elle disparaît. Donc c'est un peu le même phénomène. Il peut y avoir des phénomènes astronomiques comme ça, ou des phénomènes peut-être aussi même métaphysiques. Hein? Parce qu'on sait qu'il y a des phénomènes métaphysiques qui s'en viennent en lien avec la quatrième dimension. Peut-être qu'il y a un lien aussi avec ça. Peut-être des fois elle se fait apparaître, d'autres fois non. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais des fois elle apparaît, il y a des preuves, beaucoup. Des images. Et du monde qui la regarde, c'est vraiment comme un deuxième soleil. Donc voilà, c'est intéressant. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec ça? Eh bien, c'est gardé secret. Hein, les gens ne le savent pas, la majorité, certains oui. Et souvent, quand les gens connaissent, ils ne savent pas exactement c'est quoi. T'sais. C'est vraiment la gnose qui apporte la précision. Hein. Et ça explique beaucoup de choses, comme ça l'explique pourquoi que les ténébreux sont aussi... maintenant, ils ont plus peur d'être démasqués, ils veulent juste avancer dans leur agenda. Hein. Pourquoi aussi que les gouvernements construisent des tunnels et des bases souterraines, même des villes souterraines, hein, comme la Russie a construit des villes souterraines qui peuvent habiter des milliers de personnes dans les montagnes. Les États-Unis, il y a des tunnels à l'intérieur des États-Unis, comme il y en a que tu peux rentrer dans un tunnel dans l'Est puis sortir complètement dans l'Ouest, qui font tout le pays. Donc voilà, ça creuse parce que les gens veulent se cacher, les riches. Un peu comme dans le film 2012, hein? Les riches, c'est les seuls qui veulent se payer un billet pour être sauvés qui coûte des milliards. Hein, dans l'espèce de vaisseau qu'ils construisent. C'est la même chose qu'ils font. Ils ils veulent vivre. En fait, c'est l'ego qui veut vivre à l'intérieur d'eux. Et donc aussi pourquoi qu'on veut conquérir l'espace, etc. Le maître Samael dit que les scientifiques vont même essayer de bombarder de bombes atomiques pour la faire dévier. Bien sûr, ça va être impossible. C'est une planète gigantesque. Ça ne dévie pas comme ça. Et voilà. Et il y a beaucoup de secrets comme ça en lien avec cette planète-là. Puis c'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans des temps critiques. Des moments très critiques. Et quand ça va arriver, comme le maître il dit, comme la Bible a dit, ça va arriver comme un voleur dans la nuit. Hein? Il n'y a personne qui va s'en rendre compte, du jour au lendemain, on va être mort. Alors, le maître Samael dit que les Atlantes
Je me rappelle plus si c'est lui qui disait ça, mais il dit les Atlantes buvaient, mangeaient, se donnaient en mariage, et puis le lendemain, ils étaient tous morts. Donc ça va nous prendre par surprise. Puis on n'est pas prête. On ne sera jamais prête parce que c'est gardé secret. En fait, peut-être qu'il y en a qui se préparent, mais on est une humanité ratée et ça fait partie de notre destin. De un, c'est pas négatif parce que justement, ça prend une fin à tout ça. Parce qu'on est un cas particulier dans le cosmos. Et puis ça va donner fin à cette dégénérescence et donner naissance à la lumière et la beauté. Hein? L'âge d'or de la future race qui s'en vient, qui se fait préparer en ce moment dans les mondes internes et sur d'autres planètes. Bref, voilà. Ça ici, c'est un autre sujet qui est l'Exode, que j'en parlerai pas. Donc on comprend ici que les autres humanités solaires connaissent que ça s'en vient, qu'eux autres ils vont être prêts. Ils se préparent en ce moment, puis ça fait sûrement des centaines d'années qu'ils se préparent. Hein? Donc eux autres, ils vont soit l'éviter, soit je sais pas quoi. Nous autres, on peut ça va arriver comme ça, comme une surprise. Et voilà. Donc, quand que ça s'en vient, eh bien, on ne le sait pas. Encore une fois, la Bible a dit que seul le Père le sait. Le maître Samuel n'a pas apporté de temps, on ne connaît pas le temps. C'est des estimations qui sont partout sur Internet. Certains disent en 2030 qu'il va y avoir l'axe qui va changer. D'autres, le Khatum 13 des Mayas. Et puis certains, j'ai entendu dire, des gnostiques dans 500 ans. Donc, personnellement, je ne pense pas que ça soit dans 500 ans. Je pense que ça va être bientôt parce qu'on la voit. Là, puis... Donc, on ne sait pas le temps. 25 ans, 50 ans. Moi, je dis environ 50 ans, je ne sais pas. Je ne peux pas en parler, je sais où, j'ai aucune idée. Et donc, voilà. Pour terminer, le seul moyen de vaincre cet obstacle, c'est le travail psychologique, gnostique. Parce que par le travail psychologique, on se donne, on s'achète un ticket pour l'exode. Hein? Parce que les maîtres nous regardent. Les maîtres vont choisir ceux qui sont prêts ou ceux qui vibrent à la création de la nouvelle race. Hein? Donc, il faut se préparer psychologiquement parce qu'ils ne prendront pas des gens pervers, des gens mesquins, des gens orgueilleux. Non, ils vont prendre des gens prêts, des gens avec une âme, avec des vertus. Alors voilà le grand secret. Allez voir, je vous laisse des informations dans la description, dans mes autres vidéos, etc. Maintenant, on va parler du deuxième événement qui est les anneaux d'Alcyon. Donc, c'est quoi les anneaux d'Alcyon? Donc, Arcolubus, d'après le maître Samael, ça va être avant, puis les anneaux d'Alcyon après, mais je ne suis pas sûr. On ne sait pas encore le temps dans tout ça. Donc, les anneaux d'Alcyon, comme Saturne, elle a des anneaux, hein? Certaines planètes ont des anneaux. Alcyon a des anneaux aussi. Et c'est des anneaux beaucoup plus grands, comme on dit. C'est des anneaux, ici c'est des anneaux de glace et de roche physique. Ça, c'est des anneaux énergétiques. Donc, c'est des anneaux radioactifs. Radioactifs. Donc, c'est différent. Et le maître, il dit que ça va apporter un changement à tous les niveaux. De la matière, de nos calculs mathématiques,
tout va être chamboulé. Nos machines, nos moteurs électriques ne fonctionneront plus parce que la matière moléculaire va avoir changé. Tous nos calculs à propos de la chimie ne fonctionneront plus, vont être désuets parce que ça va avoir changé. Ça va vraiment aller toucher la partie atomique de l'atome. Hein? C'est une anneau électronique, là, radioactive. Mais pas une radioactive qu'on va mourir, hein, comme la bombe atomique par exemple. Non, mais ça va apporter des changements. Et au niveau biologique, animal, végétal, etc. Et donc ça explique aussi pourquoi il y a tant de changements qu'on pense incohérents, hein, de race en race. C'est parce que ces races-là ont passé dans les annodations. Ils ont eu des bouleversements rapides comme ça. Et par exemple, dans les autres races, les calculs mathématiques n'étaient pas pareils comme aujourd'hui. Et donc, ça explique beaucoup de choses. Et on va lire un peu du maître Samael qui nous parle ici de notre entrée dans les annodations. Donc, il dit ici, « L'événement d'Arcolubus sera précédé par l'entrée de notre planète dans les annodations. On s'en rendra compte quand on verra que la matière physique ne sera plus la même. Si vous croyez que la matière physique, celle qui compose notre monde, a toujours eu les mêmes formules mathématiques, vous vous trompez complètement. C'était différent à l'époque polaire, hyperboréen, Lémur et celle de l'Atlantide. Et maintenant, en traversant les annodations, leurs formules mathématiques vont changer totalement. » Donc c'est un peu mal traduit, désolé. Résultat, les éléments qui aujourd'hui servent à la médecine, par exemple, ne seront plus d'aucune utilité. Les formules utilisées pour traiter les végétaux seront inutiles. Les formules pour les animaux seront hors service, comme on dit. Les connaissances de la physique contemporaine seront la risée du monde entier. Tout ce qui est enseigné dans la chimie actuelle sera inutile d'ici quelques années avec l'entrée dans les radiations d'Alcyon. Car les formules de la chimie vont changer. Nous pourrons, une fois de plus, mettre en évidence la loi du pendule. Donc la loi, j'imagine, du changement. Il parle ici incontestablement, ce monde de 48 lois est sur le point d'entrer dans les anneaux d'Alcyon. Tout le monde est secoué par les émotions négatives et rien n'est plus contagieux. Donc il dit que ça va accentuer ceux qui ont des émotions négatives. Donc ça va accentuer ceux qui ont l'ego. Et ça va les dégénérer davantage. Et ceux qui travaillent psychologiquement sur eux, ça va les aider. Donc ça va vraiment créer une séparation de ceux qui travaillent sur eux-mêmes. Ça va les aider. Ceux qui n'ont, se laissent emporter par l'ego, ça va les détruire plus rapidement. Il dit même à un certain point, du monde qui ne survivront pas. Si les machines ne fonctionneront plus comme d'habitude, un changement technique très grave devra être mis au point, etc. Donc il dit que ça va déstabiliser la Terre. Son axe va changer. La rotation va ralentir. On va s'éloigner du Soleil. Donc c'est là que on comprend que ça explique beaucoup de choses. Hein? Par exemple, il explique dans d'autres textes qu'il y a certains germes microscopiques qui sont dans les fonds des forêts ou dans les montagnes, dans les rochers, qui sont des germes de race animale qu'on ne connaît même pas. Et puis ces germes-là vont être stimulés puis vont devenir des animaux que l'on ne connaît même pas encore aujourd'hui. Puis les animaux d'aujourd'hui vont peut-être devenir des germes. Et puis il dit que certains animaux vont muter, comme il parle de la mouche qui va grandir, qui va devenir gigantesque. Donc c'est des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, mais que ça l'explique beaucoup. Donc ici on va parler en gros de tous les changements. On va essayer de résumer. Puis en passant, on est en train déjà de rentrer dans les anneaux. Hein?
Il a été découvert des énergies inconnues, inexplicables dans les années 70 par des astronautes dans l'espace, puis aujourd'hui encore, hein, des énergies atomiques inconnues qui est découvert. Le maître Samael parle, je pense, dans l'atome, il y a des éléments qu'on ne connaît pas, comme l'élément N, ou je ne me rappelle plus exactement, puis il dit que si nos scientifiques commenceraient à jouer avec ces éléments-là comme on joue avec... pour créer des bombes atomiques, eh bien, on pourrait tout détruire. Puis comme on sait, on n'atteindra jamais ce point-là, hein, parce qu'il faut réfléchir. On est dans notre système solaire, la seule planète qui est retardée, dégénérée. Puis là, on est en train de débalancer toutes les autres planètes dans l'évolution de l'humanité, de leur humanité. C'est pourquoi aussi que les extraterrestres essaient de nous aider, hein, pour nous rétablir, parce que là, on est en train de tout débalancer par notre inconscience. C'est pour ça qu'il faut que ça l'arrête aussi. Puis le maître, il dit, dans un autre texte, il dit que si on arriverait à des points scientifiques où qu'on détruirait la planète Terre, on s'auto-détruirait, qu'est-ce qui est possible, eh bien, avant que ça l'arrive, les extraterrestres vont nous détruire, parce qu'ils vont en même temps se sauver eux-mêmes. Hein, donc, c'est ça, il faut faire attention à ce qu'on fait scientifiquement. Et puis qu'on est surveillé parce que là, on est dans un moment critique. Donc bref, pour revenir dans notre... donc il dit, c'est ça, on passe environ dans l'ère du Verseau et du Lion, donc à chaque 10 000 ans, 13 000 ans. Donc c'est une énergie, quand on va rentrer dans l'anneau, eh bien, ça va faire un éclaboussement de lumière. Il dit que ça va être très beau, en fait, puis il va y avoir des couleurs qu'on ne perçoit pas, on va les percevoir. Il dit que même dans les grottes les plus noires, la lumière va être présente, donc il n'y aura plus d'ombre. Il dit que ça va être une espèce de pluie céleste, donc ça va être très beau, puis il dit que ça va être phosphorescent aussi, donc les électrons, on va les voir dans l'air. Et il dit que le gros de l'anneau, quand on va rentrer à l'intérieur, hein, parce que là on est dans les petites particules d'anneau, mais quand on va rentrer dans la ligne, là, dans l'opaque, si notre soleil rentre avant la Terre, eh bien, le soleil va être obscurci, et puis nous, on va être dans l'obscurité pendant 110 heures. Donc les gens vont paniquer. Les gens ne sont pas prêts. Et puis si c'est le contraire, si c'est la planète qui rentre en premier, eh bien là, le soleil va être obscurci aussi, mais parce qu'on va être dans un éclaboussement de lumière. Puis ça va durer pendant 2000 ans. Parce que l'anneau ici, c'est plusieurs années-lumière. Donc, voilà, ça va durer pendant 2000 ans, toutes ces espèces de accélération, de modification de la matière. Hein? Puis j'imagine après que l'anneau aille passer, le monde va être complètement différent. Au niveau atomique, au niveau mathématique, au niveau animal, etc. Ici, je vais apporter un point intéressant qu'on va étudier ensuite. C'est que la Terre, la race aryenne doit conquérir les terres. Donc à la fin de l'ère du Verseau, la planète va savoir s'éthériser. Et le maître ne dit pas exactement pourquoi, mais j'imagine que les rentrées dans les anneaux d'animation, ça pourrait apporter le processus d'éthérisation de la matière physique. Donc c'est intéressant. On va y revenir. Donc voilà, changement total. Ralentissement de la rotation terrestre. Donc, ça, par conséquent, on va s'éloigner du Soleil, on va changer d'orbite. Déviation des pôles, nouvelle orbite terrestre. Impact sur la psychisme, eh bien, comme je dis, ceux qui
travaillent à la transmutation, à la destruction de l'ego, ça va les aider. Et ceux, au contraire, qui se laissent envahir dans les émotions négatives, etc., ça va les détruire de plus en plus rapidement. Donc ça va nous exciter psychiquement, on pourrait dire, ou nous stimuler, soit négatif ou positif, dépendamment de notre état psychologique. Donc certains vont, c'est là que ça va vraiment séparer la dégénérescence, hein. Certains vont paniquer, j'imagine, puis voilà. D'autres vont juste savoir c'est quoi, puis en profiter. C'est ça, influence des mondes supérieurs. Référence implicite à des dimensions spirituelles. Donc, un peu ça dit ici, on va se transposer à l'éthérique. Je vais expliquer pourquoi après. Donc voilà. En 1974, signalement des radiations d'Alcyon depuis l'espace. Alors, ces deux événements importants de l'ère du Verseau qui s'en vient. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte qu'en ce moment, hein, en 2024, que des gens qui acceptent le nouveau, hein, on voit que l'humanité est vraiment en train de se séparer en deux branches. La branche révolutionnaire, on peut dire, qui accepte de vibrer avec l'ère du Verseau. Hein, ça, c'est les gens qui se sont opposés, par exemple, au vaccin de la COVID-19, les gens qui commencent à voir que les gouvernements ils nous mentent, puis que c'est des sataniques, etc., puis qu'il existe le mal, etc. Des gens qui commencent à s'ouvrir et à étudier le phénomène astral. De plus en plus de gens expérimentent le phénomène astral, qui est de plus en plus facile à conquérir. Certains auteurs, comme ici Annie Angibault, je crois. 2 petites secondes. Ouais. Anne Givaudan. Et ce genre d'auteur travaille, elle a de la faculté astrale, puis elle apporte des informations, par exemple, par rapport aux extraterrestres. Donc, il y a des gens qui s'ouvrent à ces sujets-là. Donc ici, je ne viens pas conseiller ces livres. Hein, je ne sais pas si c'est 100% bon ou vrai. Hein. Bref, du monde qui travaille à essayer d'apporter les gens vers une espèce de révolution. Et d'un autre côté, tu as les gens qui ne veulent pas croire, les gens qui se mettent des œillères, et qui non, tout va bien, tout va bien. Donc eux, c'est voilà, c'est un peu, c'est le courant humain qui est en train de se séparer un peu, on dirait comme ça. Et c'est comprenable parce que voilà, la Terre veut s'éthériser, l'humanité veut s'éthériser, et les hiérarchies supérieures commencent à travailler dans ce phénomène. Et donc voilà pourquoi que voilà, les phénomènes astrales, c'est de plus en plus courant, on commence à en parler à la télévision, etc. Et les gens, wow, le phénomène astral, sans savoir c'est tout le reste. Alors, c'est intéressant la gnose, encore une fois, ici, qui nous apporte pas juste ce phénomène-là, mais tout le reste, hein, qui nous apporte une compréhension globale. Donc, oui, on s'en va on est dans le plan physique très dense et lourd, et on s'en va vers l'éthérisation. Et donc, ça ici, c'est un phénomène intéressant apporté par le maître Samael. Parce qu'il explique que la création, en fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La création se fait graduellement. Et la première race, la race polaire, était une race très spirituelle. La planète était spirituelle, était faite de matière mentale, subtile. Et peu à peu, ça s'est cristallisé jusqu'à aujourd'hui. Et là, on retourne à la cristallisation vers le spirituel. Et donc, comme le maître dit, on n'a jamais été dans un monde aussi dense. Aujourd'hui, on est comme à l'apogée de la densité. Hein? Dans la sphère hébraïque, on est à Malkout. Hein? On est dans la sphère Malkout, la cristallisation. Je vais lire ici un petit texte du maître Samael.
Donc ici il dit, dans la Révolution de Belle, chapitre 9, la période lunaire. Nous voyons en revanche dans notre époque actuelle du 20e siècle une nette tendance de l'homme à construire des édifices élevés et des avions toujours plus rapides, etc. Nos arbustes actuels ne veulent pas s'incliner, mais plutôt s'élever vers le haut, vers le soleil. Cela indique que notre planète est maintenant arrivée à son maximum de condensation matérielle et aspire à s'élever de nouveau, à recommencer à s'éthériser. En réalité, l'éther inonde l'air et l'éthérise de plus en plus, de sorte qu'à la fin de la grande race aryenne, l'éther se rendra visible, totalement visible dans l'air, et alors les créatures qui vivent dans l'éther partageront avec l'homme toutes leurs activités. Donc ici dans la prochaine race on parle. Donc, pour vous montrer ça un peu graphiquement, ici tu as le rayon, tu as l'absolu. Ici, tu as le rayon Ukidanak, le rayon de la création christique solaire, qui a apporté la création. Et puis là, Keter, les premières sphères sont apparues. Et puis, tu as la première race. Puis le maître, il dit que c'était spirituel, mental. Et puis ça, ensuite est arrivée la deuxième race, troisième race, quatrième race. Là, on peut dire que la cristallisation physique s'est faite ici. Cinquième race, sixième, septième. Donc on voit ici le plan spirituel. Ici on pourrait dire c'est le plan astral, un peu plus dense. Ici c'est le plan éthérique, un peu plus dense. Éthérique. Ici c'est le plan physique, très dense. Avec les 48 lois. Et donc, on comprend ici, c'est la race polaire, qui, à l'époque, comme le maître dit, travaillait à la cristallisation. Était conscient, c'est une race divine, cosmo-créateur. Ensuite est venu l'hyperboréen, lémurien. Et puis ici, c'est la race Atlante qui a travaillé. La race Atlante ont commencé dans l'éther, ont travaillé à la cristallisation. En fait, ça s'est fait sûrement naturellement. Ça s'est cristallisé peu à peu. Et quand la fin de la race Atlante est arrivée, notre race a commencé, le monde était physique. Et puis là, nous autres, on est dans le physique, puis on peut dire que c'est pas très précis, là, parce qu'on va rentrer dans l'éther à la fin. Donc nous autres, on a commencé dans le physique, puis on va finir dans l'éthérique. Et puis là, ensuite, la sixième race, ça va être éthérique à astral, etc. Après ça, astral à mental. Et puis, le Mahamanvantara va terminer. Tout ça pour dire que, voilà, ça se fait graduellement, la cristallisation. Ça n'a pas toujours été pareil. Les premières races construisaient des maisons. C'était semblable, analogique à maintenant. Il y avait de la végétation et tout. Mais les maisons, ils les construisaient de matière physique, mentale. Donc, on va expliquer ici un peu tous les changements de ces races. Le maître apporte des bonnes informations intéressantes. Et puis, voilà, voyons-les. Alors, il dit ici que la première race, la race polaire, donc ici, on va dire un triomphe. On va dire une conquête ou un triomphe. Triomphe. Chaque race doit avoir un triomphe sur un élément. Un élément. Donc, le premier triomphe de la première race, c'était le feu. La race devait triompher sur le feu.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première race devait travailler un peu à cristalliser le feu de l'absolu en matière. Hein? Parce que le Christ, c'est le feu du feu. Et donc, eux autres, comme le maître, c'est intéressant, il dit dans un texte, il dit, les gens à cette époque étaient aussi anxieux que nous aujourd'hui. Les gens à cette époque étaient aussi anxieux d'apporter, de cristalliser la matière, hein, de l'apporter de spirituel à physique, autant que nous aujourd'hui, qui veut le contraire, devenir physique à spirituel. Donc c'est intéressant. Et c'est pour ça que dans un rituel gnostique, on dit à l'époque, les rituels étaient noirs. En voulant dire pas ténébreux, en voulant dire juste inversé. Hein, les rituels travaillaient à apporter la création de spirituel à physique. C'est pour ça qu'on dit ça. Ça ne veut pas dire que c'était ténébreux. Mais juste, les rituels étaient noirs. Ça veut dire spirituel à physique. Puis aujourd'hui, on essaie de remonter. Donc c'est pour ça qu'il faut coopérer avec la gnose. Parce que c'est la gnose qui nous ouvre les portes. Objectivement et réellement. Alors voilà. Donc on dit qu'ils ont triomphé sur le feu à la fin. Deuxième race ont triomphé sur l'air. Et le maître dit que voilà, à la fin il y avait des tourments dans l'atmosphère, j'imagine des ouragans, etc. Ils devaient triompher sur l'air. Peut-être aussi que ça a un lien avec peut-être une première atmosphère, je ne sais pas exactement. Mais donc on va lire ensuite qu'est-ce que le maître nous dit, c'est un petit paragraphe. Ensuite, les Lémuriens devaient triompher sur l'eau. Et donc, on sait qu'à la fin, c'était un déluge comme les Atlantes, mais d'une autre façon. Hein, il parle de tremblement de terre qui dura 10 000 ans, le continent s'enfonça tranquillement dans les eaux. Donc, ça a un lien ici, en conquête sur l'eau. Aussi, il dit qu'à la fin, c'était pas à la fin, mais pendant pas mal toute l'époque, vers la fin, l'atmosphère était très lourde, humide, chaude. Les gens ont même développé des bronchies pour respirer, tellement que c'était humide et chaud. Donc au début de l'Atlantide, l'humanité avait des bronchies. L'atmosphère était humide et chaude, très, très humide. Donc c'est en lien avec l'eau, il fallait qu'ils conquièrent l'eau. Donc ici, Atlantide, c'était la Terre. Donc c'est en Atlantide que cette atmosphère vaporeuse, humide, s'est transformée en sec, aride. Et donc, à la fin, ils ont conquéri l'élément terre. Hein, c'était physique. Et aujourd'hui, notre race actuelle, la 5e, c'est les terres. Et comme le maître il dit, nous n'avons pas encore conquéri les terres, mais ça s'en vient dans l'air du verset. Ensuite, la 6e race, c'est les terres, parce qu'on sait qu'il y a 7 éléments. Les terres Adi. Donc, c'est une terre subtile. Et ensuite, les terres Samadhi. Samadhi. Ça, il en parle, je crois, dans son livre Introduction à la gnose. Donc, on peut voir ici un petit texte qui parle un peu de ce phénomène. Dans les mystères du feu, il dit « La première race a vécu sur la calotte polaire du Nord et a conquéri le feu. La deuxième race, après beaucoup de luttes contre l'atmosphère tempétueuse du second continent hyperboréen, est parvenue à la conquête de l'air et s'est adaptée totalement à son environnement. La troisième race a vécu en Lémurie, luttant contre les mers tempétueuses, agitées par l'incessant raz-de-marée. Cette race a conquis l'eau. La quatrième race a vécu sur le continent de l'Atlantide, au milieu d'une atmosphère aqueuse. Les hommes respiraient par des sortes de bronchies, mais avec le déluge, il s'est produit une transformation totale de la physiologie humaine, et l'homme a développé ses poumons et s'est adapté à la nouvelle atmosphère. Alors l'homme a perçu le monde physique avec sa vue et a conquis l'élémentaire. Présentement, nous sommes dans la race aryenne, laquelle peuple les continents actuels du monde. Le triomphe de la race aryenne n'a pas encore été obtenu. La race aryenne conquérera l'éther, etc. Donc ici il dit, les chercheurs atomiques conduiront l'homme vers la conquête de l'éther. Il dit ensuite dans la nouvelle race du Verseau, on va conquérir l'éther et les voyages interplanétaires.
Donc, niveau culturel élevé, il va y avoir des échanges commerciaux avec les mondes des autres planètes. Donc ici, on sait que c'est dans la prochaine race après Hercolubus et la catastrophe. Alors voilà, c'est intéressant. Donc il y a d'autres aussi phénomènes que les races doivent conquérir. Et dont un, c'est une vérité. Chaque race doit conquérir une vérité. Alors, la race polaire devait conquérir comme vérité la connaissance de la douleur et de la misère humaine. La connaissance de la douleur et de la misère humaine, la première race. On comprend ici que c'est encore une race cosmocréateur divine. Et donc, bien sûr, j'imagine qu'ils ont dû connaître un peu l'échec ou je sais pas, la réalité humaine de la douleur et de la misère. Deuxième race, c'est la fragilité humaine. Dans la connaissance de la fragilité humaine. Donc ici, c'était hyperboréen. Et voilà, je pense que à la fin, comme il dit, il y avait des castes guerrières. Et donc, j'imagine qu'ils se sentaient invincibles. Et ils ont fini, voilà, dans la dégénérescence. Et il y a eu une fin. Hein. On pourrait parler de la fin aussi hein, du calendrier aztèque. Donc, le calendrier aztèque dit qu'ils se sont transformés en tigres. Le maître Samael dit que, en fait, c'est un tigre de sagesse. Ça veut dire que, en fait, ils n'ont jamais vraiment dépéri. Ils se sont plus retirés de la création. Aujourd'hui, on peut les retrouver encore. Cette île, ce continent, est encore au niveau du pôle Nord, dans les dimensions invisibles de la nature élevée. Et il y a une anecdote intéressante que le maître parle dans la doctrine secrète de l'Anahuac avec Moctezuma, qui envoie des mages et des druides de l'Amérique aztèque, l'Amérique centrale, pour aller chercher des réponses dans ces endroits-là. Et puis donc voilà, c'est une anecdote intéressante qui, après ça, apporte la prémonition de l'arrivée des Espagnols et de la destruction de l'Empire américain, Aztèque, Maya, etc. Et aussi qu'ils étaient dégénérés. Donc bref, ce fut les gens de l'époque hyper polaire. Donc ils se sont transformés en tigres de sagesse. La deuxième s'est transformée en singe, la fin. C'est un peu en lien avec la fragilité humaine. Ils ont dégénéré, leur corps a dégénéré à tel point que ça a créé un peu quelques races de primates qu'on connaît aujourd'hui. Et on sait qu'à la fin aussi, il y avait des dégénérescences au niveau du règne animal. Par exemple, il y avait des monstres à 2, 3 têtes, etc. Donc voilà. Et ça l'a fini avec un déluge. Je ne sais pas si c'est Hercolubus, je pense pas. Le maître n'en parle pas, je ne sais pas exactement les raisons. Mais ça finit par un déluge, des tempêtes, des ouragans, etc. Donc voilà, hein, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas exactement. C'est ça qu'il faut dire. Mais comme on comprend avec les annotations, il y a beaucoup de phénomènes aussi qui expliquent, que l'on méconnaît. Déjà, les annotations, peut-être que c'est à cause d'eux que ça a apporté la fin. Voilà. Des choses, hein, et beaucoup d'informations. Hein. La gnose, ça nous apporte juste le petit peu, pour qu'on comprenne un petit peu. Et puis là, après ça, qu'on travaille beaucoup sur nous pour aller chercher tout le reste. Par nous-mêmes. Par l'auto-éveil de la conscience. Ensuite, la vérité pour les Lémuriens, c'était la connaissance du désir et du péché originel. Péché originel. Donc, cette grande vérité, hein, on sait que les Lémuriens, c'est là qu'il y a eu la grande catastrophe
la chute de l'humanité dans la dégénérescence humaine expliquée par Adam et Ève. Et donc, à cette époque-là où le sexe s'est séparé en homme-femme, il devait y avoir une coopération sexuelle pour la reproduction ou pour l'éveil de la conscience. Et donc, il y a eu un événement clé, un imprévu, qu'il a fallu qu'il dégénère, hein, peu importe. Je l'explique dans ma vidéo sur la lémurie. Hein. Et donc, ça l'a mal tourné, et puis donc, il y a eu les conséquences que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui, qui sont l'inconscience, l'infraconscience, l'animosité, etc. Méchanceté, etc. Et donc, à cette époque-là, il y a eu la connaissance de la grande vérité du désir et du péché. On comprend pourquoi. Hein. Puis il faut savoir aussi que on a un bagage en ce moment, nous. Le corps physique a un bagage, mais psychologique aussi. Hein? Par exemple, c'est en lémurie qui ont vraiment un peu développé tout ce qui touche à l'art, développé tout ce qui se touche à la sensualité, la sexualité, etc. Et on a ce bagage-là aujourd'hui. Hein? Chaque race nous apporte quelque chose. Par exemple, en Atlantide, là, ça a été vraiment, comme là ici, la vérité justement, du mental humain. Donc, en Atlantide, c'était très scientifique, en lien avec le mental. Puis là, c'était des scientifiques mages, ils connaissaient les terres, ils connaissaient les élémentaux, etc. Et ils utilisaient les forces mentales, hein, parce que c'était des forces physiques. Et c'était très scientifique. Et donc, on a comme bagage aujourd'hui de la science. Ceux qui sont bons dans les programmations d'ordinateurs ou la technologie d'aujourd'hui, c'est un bagage de l'Atlantide qui se répercute aujourd'hui. Donc c'est intéressant. Et donc là, la grande vérité, c'était la vérité du mental humain. Et ils ont inventé des technologies en lien avec le mental négatif. Et puis ça créait des volcans, ou ils ont créé des armes, ou des créatures, même des golems, créés par la force mentale et qui nourrissaient de sang. Et puis ça se cristallisait dans le monde physique des monstres, ou même des robots, etc. Donc voilà, c'est très avancé technologiquement. Ah oui, la fin ici des Lémuriens se sont transformés en oiseaux. Et puis ça, comme le maître dit, bien c'est pas ceux qui ont dégénéré, mais c'est ceux qui n'ont pas dégénéré. Ce sont un peu comme la première race, juste retirés. Et puis il parle des Lilliputiens en Bolivie, des petites créatures qui étaient des Atlantes cachées. Et puis qui se sont transférés en quatrième dimension quand ils ont vu qu'ils étaient découverts par l'homme actuel. Donc c'est ça qui explique. En Atlantide, ici, ils se sont transformés en poissons, hein, du calendrier aztèque. Bon, mais ça nous apporte au grand déluge universel, hein, déluge par l'eau. Ils sont morts par l'eau, le calendrier nous dit. Bon, mais ça, c'est Hercolubus qui est passé et qui a fait effondrer les continents Atlante, qui étaient au niveau de l'Atlantique, dans l'océan, et puis voilà, ils sont morts par l'eau. Donc aujourd'hui, la grande vérité que nous devons conquérir, c'est l'arbre de la connaissance. Du bien et du mal. Donc je l'explique souvent, cet arbre, c'est en lien encore avec Adam et Ève, mais c'est en lien aux organes sexuels. Connaissance du bien et du mal, c'est le sexe. Maintenant, en général, l'humanité connaît le mal qui apporte le sexe utilisé négativement, le péché contre l'Esprit Saint. Et nous devons revenir sur le droit chemin grâce à la gnose, nous régénérer grâce à la transmutation sexuelle, etc. Et redevenir bien. Parce que là, on connaît le mal, puis on a choisi de ne plus faire le mal. On ne veut plus le mal. On sait c'est quoi, on n'est plus intéressé. Maintenant, on veut aller bien. Donc c'est ça, la gnose nous apporte à la connaissance du bien et du mal, hein, la régénération. Et c'est intéressant, hein, quand on voit l'humanité, comment elle a dégénéré. Et donc, la grande vérité de l'arbre du péché originel, on pourrait dire, hein, de la pomme. C'est intéressant, il nous faut la conquérir, encore une fois.
Le calendrier aztèque ne nous dit pas qu'on s'est transformé en quoi, mais nous dit qu'on va périr par le feu. Ici, on périt par l'eau. Aujourd'hui, c'est par le feu. Bon, ça veut dire que j'imagine, qu'est-ce que je pense, c'est qu'Hercolubus va juste seulement passer peut-être plus proche, puis l'impact va être plus fort. Donc ici, ça va être pas juste un tremblement de terre et le continent s'enfonce dans l'eau. Non, je pense que ça va être vraiment, ça va éclater. Ça va être le feu liquide de la terre qui va ressortir. Hein? Les croûtes terrestres vont... Les villes vont tomber en feu, etc. Donc ça fait du sens. Et le calendrier aztèque dit aussi que les dieux vont mourir. Bien justement, aujourd'hui, à notre époque, on peut dire que les dieux sont morts. Hein, les religions, je crois que c'est important, mais n'apportent plus... les gens sont rendus athées aujourd'hui, en majorité. Donc c'est pour ça que les dieux sont morts, comme ils disent. Mais il dit, le calendrier aztèque, que dans la prochaine race, les dieux vont ressusciter. C'est intéressant. Donc c'est ça, c'est un âge d'or. Donc la quatrième, la sixième, la race Koradi, devra conquérir la vérité, la connaissance de la connaissance de la conscience humaine. Donc la connaissance de la conscience humaine, je ne sais pas exactement c'est quoi. J'imagine un niveau de conscience plus élevé. Et à la fin, c'est la grande vérité de l'arbre de la vie. Donc on en parle souvent. Les deux arbres dans l'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui sont nos organes sexuels, et l'arbre de la vie, qui sont notre colonne vertébrale, qui est en lien avec les dimensions de la nature. Et que si on conquiert l'arbre de la vie, on devient un maître. On conquiert les corps d'or, on a créé les corps d'or de l'homme et de la femme solaire, qui sont connectés à l'épine dorsale, bien sûr. Donc voilà. Aussi, l'épine dorsale, c'est là que Kundalini allait, etc., etc., etc. Ici, la fin, on ne sait pas. Point d'interrogation. Le calendrier aztèque n'en parle pas. Et bien voilà. Donc on comprend ici que tout ça pour dire que ça s'en vient à s'éthériser et que justement l'humanité commence à un peu s'éveiller de plus en plus et s'ouvrir à ces sujets de les dimensions de la nature. Hein. Pas tout le monde, mais une partie. Donc voilà. Quelques enseignements du maître Samael et de la gnose. Et je pensais bien les mettre dans cette conférence parce que les anneaux d'Alcyon vont peut-être apporter l'éthérisation plus concrètement et tous les changements qui vont apporter la fin de notre race et le début de l'autre. Donc dans l'Apocalypse de Saint Jean, on dit que les portes de l'enfer vont s'ouvrir à la fin. Aujourd'hui, les portes se sont ouvertes, hein, les gens sont rendus très dégénérés. Et donc, voilà. Et si on ne travaille pas sur nous-mêmes, eh bien, on ne sera pas sauvé. Il faut s'auto-choisir par nos propres efforts et volontés. Il faut s'auto-choisir. Les maîtres sont là, ils nous observent. Ils nous observent, c'est qui va être choisi. Ils ont peut-être des listes et voilà. Donc, il faut s'auto-choisir. C'est important, il faut conquérir les terres intérieures si on veut vibrer à les changements qui s'en viennent. Alors voilà, toutes ces informations, les amis. J'espère que cette conférence vous a plu. Et ça fait réfléchir. C'est intéressant, ces informations-là. Ça nous fait comprendre beaucoup que on est vraiment rendu à des temps critiques. Critiques. Puis
Puis c'est intéressant parce que ça ne s'est jamais vu dans toute la création un temps aussi critique qu'aujourd'hui. Le maître Samael dit qu'il y a certains êtres qui veulent s'incarner, qui veulent faire incarner leur bodhisattva sur leur âme humaine sur Terre. Parce que c'est une expérience unique. Ça n'arrive pas sur d'autres planètes. Il y a eu un accident, ok, on ne veut pas faire d'accident, mais c'est arrivé. Donc maintenant, c'est unique, là, une expérience comme sur Terre en ce moment. Nous autres, on le voit, vu qu'on est dedans très là, ah non, c'est tellement douloureux, etc. Oui, c'est vrai. Mais quand même, c'est une expérience unique, puis certains êtres veulent conquérir cette expérience en envoyant leur âme humaine travailler sur Terre. Donc, c'est pour ça qu'à notre époque, beaucoup s'incarnent, des êtres d'ailleurs, s'incarnent leur âme humaine sur Terre pour avoir l'expérience. Quand on y pense, c'est vrai. T'sais, imaginez, là, maintenant qu'il y a l'ego, puis c'est chaotique, plus que jamais, bien, ça ouvre les portes des possibilités de presque infinies. Hein, on pense à juste toutes les inventions absurdes qu'on fait, l'art absurde, tout est absurde. Donc, un peu la... Voilà, c'est un moment critique, puis c'est rare, puis voilà, c'est pour ça qu'il y a certains êtres qui veulent s'incarner sur Terre, prendre l'expérience dans ce moment. Donc on peut dire qu'on est chanceux d'une certaine manière de vivre ça. Et puis un auteur dit aussi que, voilà, c'est pour ça aussi qu'on est étudié par les extraterrestres, hein, on est vraiment un point d'attraction, hein, parce qu'ils nous étudient, parce que c'est tellement, voilà, unique. Et on est rendu vraiment à un temps critique. Ça ne durera pas longtemps, et puis voilà. Donc, faut continuer à travailler, mes chers amis, à combattre les ténèbres, se rendre plus fort le plus qu'on peut. Il ne faut pas abandonner, il faut garder courage et merci à tous, à la prochaine.